et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Laurent Denis, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, c'est notre rendez-vous régulier, j'ai envie de dire, pour parler perspectives de marché. Et on va s'intéresser ensemble, Laurent, traditionnellement, comme d'habitude, à ce qui nous attend pour les mois à venir, avec le sentiment, peut-être pour commencer, qu'une page, allez, est en train de se tourne de part et d'autre de l'Atlantique sur la politique monétaire. On a eu la dernière hausse de la BCE, on a eu une pause annoncée de la Fed, avec peut-être encore une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Ça, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. L'inflation, elle, n'est pas encore complètement domptée, mais il y a des signes encourageants. Et on va dire que le débat qui semble vouloir dominer les prochains mois, c'est finalement, est-ce que la croissance mondiale va tenir alors qu'on a plusieurs indicateurs qui sont en train de virer au orange, voire rouge? Absolument. Bon, il y a des évolutions assez contrastées entre les zones. Les États-Unis, ça s'est plutôt bien passé. On est toujours sur un scénario d'atterrissage en douceur porté par la résistance du consommateur américain. Alors, qui a peut-être fini de boire sa potion magique. Son fameux surcroît d'épargne dont on parle. Exactement, qui arrive à zéro. Donc, effectivement, la vraie question aux États-Unis, c'est quelle va être en fait la capacité du consommateur à encaisser ce choc un peu différé de durcissement des conditions financières, notamment sur l'immobilier, et son pouvoir d'achat, effectivement, avec une inflation, comme vous le disiez, qui était assez résiliente. En revanche, les nuages s'amoncellent sur la zone euro. Et là, on a malheureusement, on a des indicateurs qui ne sont pas très positifs, notamment, évidemment, la croissance, les indicateurs des directeurs d'achat qui sont en contraction partout, et les services, en fait, qui baissent aussi. Donc ça, on avait le manufacturier qui n'était vraiment pas en pleine forme, et puis là, les services qui étaient portés par cette période post-Covid et qui s'affaissent un peu. On a le chômage qui remonte légèrement, et là, on a des signes qui ne sont pas très encourageants de ce côté-là, et surtout les prêts bancaires qui s'écroulent. Et si on fait la somme, effectivement, on est dans un environnement qui n'est pas très florissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, on reste quand même sur une décélération de la croissance globale. Alors en Europe, on est plus ou moins zéro. On est en contraction en Allemagne et puis légèrement positif en zone euro. Est-ce qu'on va vers une grosse récession? Non, ce n'est pas notre scénario. Une décélération, mais pas de grosse récession. Donc c'est appréhendable, j'ai envie de dire, par l'ensemble des opérateurs de la macro et la microéconomie. Bon, du soft landing, toujours d'actualité aux États-Unis, de la récession, mais pas trop grave en Europe. L'inflation, on l'a dit, qui donne des signes encourageants. Et en même temps, il y a ce point noir, sans mauvais jeu de mots, c'est le pétrole. Alors là, on se doutait qu'avec la réduction de production décidée notamment par l'OPEP et un petit peu poussée par l'Arabie Saoudite, on allait avoir des répercussions. On les a, on a un prix du brut qui se porte très bien, que certains observateurs voient même à $100 le baril d'ici quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça, c'est pas un risque quand même de nouveaux dérapages des prix à court terme en tout cas? Je mettrais un petit bémol. En fait, déjà, essayons de faire l'analyse un peu de cette augmentation des prix du pétrole, quasiment 30%. Donc, en fait, il y a à peu près un quart qui est porté par la demande, l'accroissement de la demande. Donc, finalement, cette croissance qui ne s'est pas affaissée, comme on vient de le dire. Puis l'autre, vous l'avez évoqué, c'est un choc d'offres avec l'Arabie Saoudite qui est passé d'une production de barils par jour de 11 millions de barils à 9 millions en un an. Donc, effectivement, on a une distorsion entre l'offre et la demande d'à peu près 3 millions de barils. Oui, mais en face de ça, on doit mettre en face la demande future. Et là, si on considère la croissance et on regarde par rapport à la consommation de pétrole par rapport à l'estimation en fait, de la croissance et du PIB en historique, on devrait avoir un pétrole autour de $90. Donc, on a deux problématiques. On a l'inflation et des soubresauts effectivement sur l'inflation qui est volatile, les prix du pétrole, les prix de l'alimentation, et puis après l'inflation cœur. De ce côté-là, on est un peu plus rassuré. On n'a pas d'effet de second tour, c'est-à-dire vraiment d'augmentation très forte des salaires dans un environnement où, encore une fois, je le dis, on a plutôt des tensions qui commencent à se mettre en place sur l'emploi. Donc, des soubresauts, ça ne sera pas une trajectoire linéaire, bien évidemment, mais une désinflation qui quand même est notre scénario central. On a parlé États-Unis, on a parlé Europe, et puis en début d'année, on a parlé de la Chine. Et on la voyait comme un soutien possible à la croissance mondiale. Et là aussi, plus le temps passe, plus les indicateurs tombent, plus on a l'impression, peut-être fausse, qu'elle ne sera pas au rendez-vous de 2023.
Là, j'avoue, je me suis trompé, parce que je faisais partie de ces gens-là. Donc, effectivement, on s'attendait à ce que les autorités mettent en place des mesures peut-être un peu plus en amont que ce qui a été fait. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour des raisons géopolitiques essentiellement, puisqu'il y a les élections à Taïwan, en fait, et le Kuomintang et le DPP qui sont à peu près au même au coude à coude. Ouais. Donc, il ne faut pas que la situation macroéconomique soit trop favorable, sinon le Kuomintang ne va pas gagner. Donc ça aussi, on l'a peut-être mal anticipé. Bon, il est légitime de se dire que la Chine est dans une situation complexe, une démographie en berne, le segment immobilier plus la construction 30% et qui va souffrir dans les 10 prochaines années. Enfin, ça ne va pas se résoudre comme ça. Après, il y a quand même des indicateurs macroéconomiques qui sont un peu plus positifs et notamment cette période de déstockage en fait, post-Covid qui est en train de se terminer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en plus des différentes mesures que je ne vais pas égrener aujourd'hui. Des mesures quand même de soutien ciblées. Qui commencent à être notables, la baisse des réserves obligatoires. En fait, on voit en fait ce qu'on appelle l'impulsion du crédit, donc qui commence à remonter, à être positive. Donc il y a des choses qui se mettent en place au niveau aussi de la possibilité des sociétés en fait à prendre plus de capital dans les sociétés chinoises. Étrangères, ça c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un petit choc de confiance et une stabilisation. Je ne dis pas que c'est l'Eldorado, mais c'est mieux que rien. C'est surtout mieux qu'il y a 3 mois et c'est plutôt encourageant. J'ai presque envie de dire, il ne faut pas vendre. Ça, c'est vraiment important. Il est trop tard pour vendre la Chine. D'accord, trop tard pour vendre la Chine, très clair. Si on regarde maintenant comment tout ça se décompose d'un point de vue de l'allocation d'actifs, je me souviens là aussi dans un de nos points récents où on parlait du capital séduction retrouvé de l'obligataire, Keep Calm and Carry On, je crois que c'était ça une des précédentes notes de stratégie d'Odo BHF AM. Que ce soit d'ailleurs dans la dette de qualité, l'investment grade ou le haut rendement, le high yield, vous êtes toujours sous le charme, Laurent. Qu'est-ce qui a vos préférences dans le détail ? Alors, ça reste toujours l'obligataire, plus que les actions en termes de prime de risque et puis même d'espérance de rendement rapportée à la volatilité au risque. Mais sur l'obligataire, en fait, on est dans un changement de paradigme. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais la dette souveraine est peut-être plus risquée aujourd'hui que la dette crédit, pour plusieurs raisons. La dette crédit, en fait, le paramètre discriminant, ce sont les taux de défaut. Oui. Et en fait, les taux de défaut, ils sont en train de baisser. Ils étaient à 4,9% estimés au niveau mondial. Il y a 6 mois, ils sont à 4,3%. Donc oui, on a une décélération de la croissance. Pas cette grande vague de faillite d'entreprises qu'on craignait un moment. Pas du tout, en tout cas pour le moment. Oui. Et là, donc, on a un horizon d'à peu près 1 an avec une certaine visibilité. D'accord. Et à côté de ça, on a un service de la dette qui va commencer à devenir problématique pour les dettes souveraines. Oui. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on est passé d'un endettement de 60% du PIB à 120% sur les marchés développés. Je mettrai l'Allemagne de côté. Et ça signifie qu'on est en train, entre guillemets, avec un terme anglo-saxon, de repricer le risque de crédit dans l'obligataire souverain. Donc plus de volatilité, plus de risque. Et peut-être moins de risque sur le crédit. Donc oui, il faut remettre des obligations, mais pas n'importe lesquelles, et plutôt des obligations de crédit. Et là aussi, de manière contre-intuitive, peut-être des obligations au court terme, au rendement. Ça offre à peu près du 5,20% de rendement, donc vous compensez largement l'inflation, pas d'érosion du capital, avec des maturités relativement courtes, 1,5 années, entre 1 et 2 ans. Ça limite aussi un peu le risque. Votre risque, et surtout les courbes sont inversées. Donc en fait, les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Et ça, c'est aussi, il faut le prendre en compte dans votre allocation d'actifs. Donc on va sur du court, on va sur de l'obligataire un peu plus risqué, soi-disant un peu plus risqué, mais finalement... Mais peut-être pas tant que ça. Voilà, moins. Bon, moins en tout cas, très clair. En tout cas, voilà, le haut rendement et le crédit d'entreprise. Concernant le marché action, on a, là aussi, on va faire un récapitulatif, mais sans véritable nouveauté. Un Nasdaq quand même à plus 30 depuis le début de l'année, un CAC qui était à plus 12. Et au-delà de la sempiternelle question sur la valorisation, sur laquelle j'ai quand même envie de vous entendre, on a un match de champions qui est en train de se dessiner de plus en plus, une affiche de stars, j'ai envie de dire, entre valeur de la tech, dopé à l'IA, ça c'est la nouveauté, et valeur du luxe, si on parle un peu de notre marché domestique. Quelle est votre vision sur ces deux secteurs ? Alors d'abord, si vous n'étiez pas positionné sur ces deux secteurs... C'est dommage. Vous ne faites pas de performance. En gros, c'est à peu près ça. Donc, en tout cas, sur la partie action. Donc effectivement, et stop ou encore, la question, elle est là. En fait, on a regardé la performance des valeurs du luxe. On va commencer par ça.
En fait, on a vraiment une création de valeur depuis 2019 qui est juste sensationnelle. Pour 2 raisons essentielles. C'est qu'en fait, on a un paramètre capacité à pouvoir passer des hausses de prix. En gros, les départements marketing d'Hermès, de Ferrari essaient de travailler l'optimisation du temps d'attente sur votre Ferrari. Vous attendez depuis un moment, alors. Ouais, exactement. Donc, admettons que ce soit 24 mois post-Covid, parce qu'il y avait cette distorsion au niveau des chaînes de production. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On monte les prix. Bon, donc, on a cette élasticité, en fait, prix-demande qui est supérieure à 1, et ça ne change pas la demande. Donc, ce qui fait qu'on remonte les prix, et on remonte les prix. Donc, on a une capacité à passer les hausses de prix juste sidérante et absolument pas comparable à n'importe quel. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où le luxe ne doit plus être envisagé comme un secteur, mais peut-être comme un symbole, comme un marqueur social qui fait qu'on a moins de sensibilité par rapport à l'économie et plus de sensibilité par rapport à la proportion de la population la plus riche et aussi la population en fait, qui est en train d'exploser, c'est la classe moyenne émergente. Exactement. Oui. Et donc, quand vous entendez M. Xi Jinping dire qu'il faut plus de prospérité partagée, voilà. Eh bien, vous pouvez vous dire qu'il y a encore de l'espoir sur le luxe. Deuxième point, ce sont les barrières à l'entrée. Oui. Citez-moi une valeur sur la tech, en fait, qui a survécu ces 35 dernières années. Il y a Microsoft, exactement, c'est la seule, en termes de taille. Nvidia, c'était tout petit à l'époque. Alors que le luxe, LVMH, Richemont, Kering a changé de nom, mais c'est toujours les mêmes. Et ils seront là encore dans 20 ans. Donc ça, c'est vraiment, le luxe doit devenir cœur de portefeuille. Et puis la tech, là je mettrai un bémol, la tech, on ne peut pas homogénéiser, globaliser la tech. Il y a la tech qui est à risque. Même si tout le monde nous vend de l'IA en ce moment, on a l'impression que tout le monde en fait. Oui, mais alors l'IA est créateur de valeur. Oui. Enfin, il faut voir qu'on a un marché qui est en train d'exploser. En fait, il fait x3 jusqu'en 2026, entre 2020 et 2026. C'est juste colossal. Vous pouvez absorber n'importe quelle hausse de taux. Et donc, même si effectivement on a des valorisations assez tendues, vous avez une croissance des résultats qui compense n'importe quelle hausse des taux. Ce qui n'est pas le cas de la croissance qui, elle, est à risque, c'est la croissance non rentable. Pourquoi? Parce qu'on a une hausse des taux réels et je vous rappelle, le b.a.-ba de notre métier, c'est qu'on actualise des cash flows futurs. Oui. S'il n'y a rien qui change et que les taux montent, a priori, ça vaut moins cher. Ça ne s'est pas passé comme ça, donc attention quand même à la remontée des taux qui pourra impacter mais les valeurs technologiques et l'IA doit, elle aussi, faire partie de vos portefeuilles. Bon, j'étais un peu long, je suis désolé, mais c'est vraiment... ce sont 2 segments qui sont en train... Qui doivent faire partie des portefeuilles parce qu'on est peut-être en amont en fait, d'un phénomène en fait, où on pourra avoir une création de valeur juste sidérante. Et si vous ne les avez pas, c'est un petit peu comme avant 99, la bulle TMT, ça a explosé, mais avant... ça a quand même bien grimpé. Très, 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 très fort, même, j'ai envie de dire. On a la tech, on a le luxe, on a parlé obligataire. Il y a là aussi un thème, j'ai envie de dire, qui a complètement disparu d'un point de vue actif, d'un point de vue zone. Les émergents ou le Japon, on n'en parle plus, à tort ou à raison? Il y a peut-être des choses à aller chercher là-bas? Alors, à tort, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est compliqué sur les marchés développés. On a une décroissance, ce qui n'est pas forcément le cas à la fois au Japon et sur les marchés émergents. Donc non, en fait, on opère une rotation très très forte sur ces zones, portée par un triptyque. Les banques centrales qui ont déjà fait leur travail et qui sont en phase de baisse des taux, la Banque du Brésil. Et puis après, une résilience de la croissance et des valorisations attractives. Émergents, et Amérique latine, Asie, etc. Et Japon, effectivement, là aussi. Bon, du haut rendement, de la tech, du luxe, un petit peu de Japon, un petit peu d'émergents. Voilà, merci, tranchant et clair comme d'habitude. Merci Laurent pour ces explications sur les perspectives macroéconomiques à court terme et sur les convictions de gestion d'Oddo BHF. Allez, merci Laurent. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.